Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, nous accueillons à l'émission Yann Morin qui va nous parler du domaine du jeu de société, plus précisément du jeu de propriété. J'ai décidé de faire une surprise à tout le monde. On a créé une chronique pour les amateurs de jeux de société parce que de plus en plus, le jeu de société est une passion qui se développe à travers les âges, que ce soit les tout petits, les moyens ou les plus âgés. Et je ne sais pas, Yann, tu vas me le dire, mais il me semble que dans les dernières années, ça a comme fait un boom monumental. Voici notre nouveau chroniqueur, celui qui va s'occuper de nous parler de jeux de société, M. Yann Morin. Bonjour Yann. Bonjour Christophe. Donc, effectivement, ça a connu un boom incroyable ou ça fait un petit bout de temps que c'est comme ça? Ça va faire une bonne quinzaine d'années, que même plus. En 94, je pense, ça a été le premier boom des jeux européens qui sont rentrés sur le marché américain. Puis ça a commencé avec le jeu Colon de Catane, qui maintenant est appelé Catane, mais c'est de là vraiment que ça a commencé ici en Amérique pour les jeux de société, plus à l'européenne. Mais tu sais, on a commencé toujours, tout le monde, par les jeux comme le Monopoly, qui est un jeu que tout le monde connaît. Ah oui. Moi, j'ai essayé moi, j'ai commencé avec Jour de paye, Château de la Fortune, le 1000 bornes qui existe encore aujourd'hui. Oui. Tu sais, bon. Puis dans notre chronique, parce que je vais faire un petit jump, là, c'est moi, là, j'ai commencé tout croche là, pour juste te mettre sur tes gardes. Là, de la façon qu'on va procéder avec ces chroniques-là de jeux de société, c'est qu'on va parler d'un jeu classique, donc un jeu qui n'existe plus nécessairement sur le marché, ou si on est chanceux, il existe encore. Après ça, on va faire un classique plus récent, donc qui est encore sur le marché, mais ça fait quelques années qu'il est là, et une nouveauté. Puis on va essayer de réunir ça par thématique. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler jeu de propriété. Oui, comme j'ai commencé tout à l'heure, le Monopoly, qui se trouve être le classique des classiques, le méga jeu que tout le monde connaît. Puis c'est un jeu, dans le fond, où est-ce qu'on achète des propriétés. Il faut tomber sur la case, acheter la propriété, puis s'il y a quelqu'un d'autre qui tombe sur la case, mais on le fait payer une location. Bref, c'est le jeu par excellence des soirées de jeux de société, de nos mères, de nos parents, de nos oncles, de nos tantes. Par contre, ce jeu-là, présentement, c'est quand on devient gamer un peu plus, c'est le jeu où est-ce que personne veut jouer.
C'est le mal-aimé des jeux de société. OK. Pour quelle raison? Ben, parce que c'est un jeu où est-ce que la chance a toute sa place. Il n'y a pas de stratégie du tout. On brasse le dé, puis on subit ce que le dé nous donne. Dans les jeux plus conventionnels, c'est comme ça que ça se passait dans le temps. Tu me parlais des jours de paye tantôt. Ben, les jours de paye, c'est ça. Tu brasses le dé, tu subis. Les jeux à l'européenne, ils ont beaucoup plus de stratégie qui embarquent. Fait que ce que je vais présenter, dans le fond, les 2 autres jeux que je vais présenter tantôt, c'est un peu plus ça. Il n'y a pas de dés, il y a plus de stratégie où est-ce qu'on est capable de... Si on gagne, c'est de notre faute, c'est de notre... OK. Mais je suis pas tout à fait d'accord, étant un connaisseur pour un jeu dont tu vas parler, qui est le Monopoly, de dire que c'est juste un jeu de chance, parce que à un moment donné, tu as des décisions à prendre. Est-ce que tu achètes ce terrain-là ou tu ne l'achètes pas? Où est-ce que tu mets tes résidences? Il y a quand même une certaine stratégie de base, mais je comprends que oui, il y a le coup de dé de chance qui fait là-dedans. Mon épouse ne serait pas d'accord avec toi parce qu'elle dit, écoute, ça fait je sais pas comment d'années que je joue avec, puis j'ai jamais été capable de gagner au Monopoly. Mais en fait, la stratégie dans le Monopoly, c'est de faire les échanges ou les choses au bon moment. Mm-hmm. Mais tout reste que le coup de dé fait en sorte que tu gagnes ou tu perds. Fait que si on a quelqu'un qui est un jeune auditeur qui n'a jamais joué au Monopoly, je suis sûr qu'il n'y en a pas, mais des fois que... Oui, ça peut être un bon jeu en entrée en matière, mais j'ai vu des familles se briser ou des amitiés se briser avec le Monopoly. Donc, je mettrais un bémol sur ça. Je veux juste rajouter aussi que le Monopoly, présentement, il s'est réinventé. Il y a beaucoup de versions sur le marché. Des jeux des Simpsons, des jeux de Game of Thrones. Il y a Back to the Future, Ghostbusters. Il y en a même de la Ligue nationale de hockey. J'ai vu Harley Davidson. Oui, exactement. Pour des amateurs de collection, j'ai même vu le jeu vidéo Zelda, qui est aussi en Monopoly. Donc, Walking Dead. Pour les amateurs de collection, je pense que le Monopoly a réussi à se réinventer à ce niveau-là pour être capable d'aller chercher une nouvelle clientèle. Mais il y a aussi que ces Monopoly-là ont des règles spéciales pour chacun des jeux. Donc, nous autres, on joue au Monopoly avec nos propres règles, puis ils ont décidé de rajouter certaines petites règles. Ben, moi, j'ai le jeu des Simpsons de Monopoly, puis il y a des règles spéciales à ce niveau-là. Fait que ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant pour des collectionneurs. Ça reste que c'est un Monopoly, mais... Est-ce que les règles font une grosse différence? Ça rajoute des variantes, dans le fond, pour pimenter le jeu, pour faire en sorte de rester dans la thématique. Par exemple, les Simpsons, au lieu d'être des maisons qu'on construit, c'est des usines nucléaires qu'on construit sur le terrain. Fait que ça change un petit peu, ça rajoute du piment sur les... Mais les règles du jeu, est-ce qu'il y a des gros changements ou il demeure la base? OK, ça demeure la même chose. Ça reste la même chose. On brasse les dés, on achète des propriétés. Ils n'ont pas fait comme Clou ont fait, c'est-à-dire que Clou, mettons un exemple, tu achètes le Clou d'Harry Potter, il y a des pièces, avec des murs tournants. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut être en tour à jouer, mais tu ne peux pas jouer parce qu'il n'y a pas de porte de sortie dans ta pièce où est-ce que tu es. Ce qui est vraiment le fun. Là. Donc, Clou, je trouve que lui, il a rajouté des nouvelles règles à son jeu en fonction du thème utilisé. Donc, ça peut être le fun. Je me demandais si des fois Monopoly avait fait ça, mais... Non. Puis, regarde, tu me lances là-dessus. Clou, c'est un des jeux que je vais présenter dans une autre des chroniques, dans le même principe. Donc, on va partir d'un jeu classique, puis après ça, on va aller dans les jeux plus récents, avec un peu la même thématique. Fait que ça sera pour une prochaine chronique. Pas trop. Est-ce qu'on a fini avec le Monopoly? Ben oui, je pense que le Monopoly, on pourrait en parler pendant une chronique complète, mais je vais laisser la chance aux autres jeux, dans le fond. Mais de toute façon, en réalité, comme je disais tantôt, les probabilités qu'on ait quelqu'un qui n'ait jamais joué au Monopoly, c'est minime. Sont faibles. Oui, c'est ça, exactement. Sont faibles. C'est sûr que les nouveaux joueurs, il y a toujours un parent ou un ami qui va avoir un Monopoly chez eux. Exact. C'est le jeu le plus vendu au monde. Donc, c'est à peu près sûr qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir jouer ou parler de Monopoly. Donc, partons dans le temps et on se rapproche de notre époque et on tombe avec... Chinatown, qui se trouve à être un jeu de propriété aussi, mais à la différence que ce jeu-là n'a aucun
aucun dé. OK. Et il n'y a aucune règle. OK. Moi, quand je présente ce jeu-là en animation, c'est la chose que je dis. Il n'y a absolument aucune règle. Vous avez le droit de tout faire dans ce jeu-là. Dans le Monopoly, on a le droit d'échanger des propriétés. Mais dans ce jeu-là, c'est non seulement conseillé, c'est obligatoire. OK. Dans le fond, le but du jeu, c'est de construire le Chinatown dans New York. Quand on déplie le board, on voit vraiment les rues de New York, du Chinatown. Et sur le plateau, il y a des chiffres de 1 à 85. OK. Ça se trouve être des emplacements de boutiques qu'on va pouvoir s'échanger, garder, pour être capable de construire notre quartier de Chine à New York. Fait que dans le fond, le jeu se joue avec des cartes. On a des cartes numérotées de 1 à 85 et on s'en donne, selon le nombre de joueurs, on s'en donne une certaine portion par tour. Et là, on va mettre notre pion de notre couleur sur les emplacements de ces chiffres-là sur le plateau. Donc, ces terrains-là sont à nous. Mais comment on déplace son pion? Okay. Par échange. Mais je vais y revenir. Donc, après, on va piger dans le sac des boutiques. Donc, des bijouteries, des fleuristes, soit un restaurant pour emporter, un dim sum. C'est plein de boutiques qu'on va piger et on en pige un certain nombre. Après ça, c'est la portion d'échange. Donc là, on va regarder nos terrains pour être capable de joindre des terrains contigus, pour être capable de construire nos choses. Parce que sur les boutiques, il y a un chiffre dans le coin qui dit, pour qu'un fleuriste soit complet, ça doit en prendre 4 côte à côte. Ils peuvent être en ligne, ils peuvent être en cube, ils peuvent faire un L, mais il faut qu'ils soient et qu'ils se touchent. Donc le but, c'est d'essayer de trouver des terrains contigus, mais là, c'est pour ça que là, on fait des échanges. Mm-hmm. Fait que là, on pourrait avoir le terrain, moi, je sais pas, 3, puis toi, tu as le terrain 4, moi, j'ai le terrain 5, ben moi, j'ai besoin du 4. Ouais. Fait que là, je vais faire ce que je peux, ce que je pense pour essayer d'aller chercher ton terrain 4 pour être capable de construire mon chose. Et quand je dis qu'il n'y a pas de règlement, on peut offrir ce qu'on veut. On peut offrir de l'argent, on peut offrir des boutiques, on peut offrir d'autres terrains, on peut offrir 3 terrains pour en avoir un parce qu'on le sait que la difficulté du jeu, c'est de bien doser les échanges qu'on fait. Parce que si on donne trop, ben après ça, c'est nous autres qui se ramassent dans le trouble. Dans le trouble parce qu'on n'est pas capable de construire nos choses. L'équilibre entre les terrains fait en sorte que ça peut être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Le but du jeu, dans le fond, on gagne au bout de 6 ans, c'est celui qui a le plus d'argent. OK. Pas celui qui a le plus de boutiques, celui qui a le plus d'argent. Celui qui a le plus d'argent. Parce qu'à la fin de chaque année, c'est des tours de jeu et c'est des ans. À la fin de chaque tour de jeu, on va calculer les boutiques qui sont construites et ça va donner un certain montant d'argent. Okay. Et celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie va avoir gagné. Habituellement, ça se joue dans le 2-3 millions de dollars. C'est les coupures du jeu, c'est de 100 000, 500 000 et 1 million. Fait qu'habituellement, ça se joue à peu près dans les 5 millions de dollars. Okay. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 personnes. En moyenne, sur la boîte, c'est écrit en moyenne 1 heure, mais tout dépendant du temps d'échange, du temps que le monde prenne pour penser à leurs échanges, ça peut être 1 heure et demie, mais en moyenne, c'est ça, 1 heure et demie de jeu. Okay. Puis le nombre de personnes aussi, parce que je suppose que si on est 5, ça va être plus long qu'avec 3. C'est sûr. Donc, à ce moment-là, si j'ai bien compris, une année, c'est, mettons, on serait 3, toi tu joues, la personne joue, moi je joue, on a 1 an de fête. Oui, c'est donc, c'est 6 tours chacun. En fait, si tout le monde joue en même temps, parce qu'on va ramasser nos... comme je dis, on ramasse nos terrains. Après ça, on ramasse nos boutiques. On fait des échanges. On va placer nos terrains sur les boutiques sur les terrains, en fait. Puis après, l'année est finie. Okay. On change d'année. Là, tantôt, ça, c'est un tour de jeu. Tantôt, tu disais, ton pion, tu le places, mais tu n'as pas de dés. Non. Donc, c'est toi qui décides de le placer où tu veux? Sur le numéro de la carte, parce qu'on a des cartes de 1,85. OK, ça veut dire que toi, quand tu choisis tes cartes, tu as une carte, puis donc tu vas mettre ton pion sur le... OK, je comprends. C'est en plein ça. Et les cartes sont données aléatoirement, sont brassées, sont données aléatoirement, puis c'est ça. OK. Bon, beau petit jeu. Ben oui, c'est super le fun. Donc, après Chinatown, on continue à monter dans le temps, et là, on arrive dans le présent.
dans le présent, qui est un hype depuis maintenant 2 ans, ce jeu-là a été nominé au jeu de l'année en Allemagne il y a 2 ans. OK. Le nom du jeu en français n'est pas le même nom qu'ils ont en Europe, qu'on a ici. Le jeu s'appelle Mashikoro en Europe. OK. C'est un Japonais qui l'a fait. Mais ici, nous autres, on l'appelle Miniville. C'est un jeu de dés. Encore là, on parle de propriété parce que le jeu, le but, c'est de faire sa propre ville. Pour gagner, on a des monuments qu'on doit construire dans notre ville. C'est des cartes qui sont orangées, mais de l'autre côté, sont grisées. Quand ils sont grises, ils ne sont pas construites. Quand ils sont orangés, c'est parce qu'on les a construits. Le premier qui va construire tous ces monuments va gagner. Fait qu'il n'y a pas de points, il n'y a pas rien de ça. Fait que ça peut être un jeu qui est très facilement jouable par des enfants, juste à cause de ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de pointage, il n'y a pas de mécanique trop compliquée. C'est vraiment un petit jeu rapide, c'est vraiment un petit jeu de très le fun. Quand je dis que c'est un jeu de dés, sur les cartes, on a des cartes dans le milieu de la table qui sont numérotées de 1 à 12 et ils ont vraiment un type différent. Donc, on a une fromagerie, on a une supérette. Le jeu est vraiment français, donc c'est un supermarché, mais c'est une supérette. On a des stades, on a des marchés, on a des vergers, on a des mines. Il y a plusieurs types de cartes et il y a plusieurs couleurs aussi. Les cartes avec le numéro qui sont en haut, quand on va brasser le dé, si on a ce numéro-là devant soi, ben on va activer la carte. OK. Ça veut dire que là, présentement, quand tu la reçois, toi, elle est virée à l'envers sur le... En fait, ces cartes-là, dans le milieu de la table, c'est des cartes qu'on va acheter. OK. OK? C'est beau. Mais comment ça fonctionne, c'est qu'on va justement brasser le dé. Et si on a le chiffre du dé sur notre carte devant soi, ben là, on active la carte. Et la carte nous permet de recevoir de l'argent. OK. Avec cet argent-là, on va aller acheter d'autres cartes dans le milieu de la table et on va se monter notre ville comme ça. C'est sûr que si j'ai une ferme, bon, la ferme dit, qui est un numéro 2, dit « Recevez une pièce de la banque ». Si j'ai 2 fermes en avant de moi, ben, je vais recevoir 2 pièces quand je vais tourner un 2 sur le dé. Et c'est à ce moment-là, c'est avec cet argent-là qu'on va pouvoir aller acheter nos monuments, Okay. nos cartes oranges, qui fait en sorte que on va gagner la partie. Les cartes, ils ont des couleurs, comme j'expliquais tout à l'heure. Les cartes bleues, c'est quand tout le monde va faire de l'argent, peu importe qui a tourné le dé. Donc, si toi, tu tournes un 2 et moi, j'ai un 2 en avant de moi, ben, je vais ramasser l'argent, même si c'est ton tour de jeu. OK. Pour une carte verte, c'est seulement celui qui a brassé le dé qui va ramasser l'argent qu'il y a sur sa carte. Donc, la carte est activée seulement si c'est ton tour de jeu à toi. La carte rouge, c'est une carte où est-ce que celui qui a joué le dé, s'il a ce montant-là, il doit te payer toi le montant qui est écrit sur la carte. Donc, moi, j'ai joué un 3, toi, tu as une carte rouge 3, ben, je suis obligé de te payer un 3. Les cartes rouges, c'est des cartes boutiques habituelles. OK. Donc, un restaurant, un café. J'ai été prendre un café chez toi, c'est ça que ça dit. OK, c'est bon. Et il y a des cartes violettes qui sont des cartes spéciales qui, eux autres, donnent habituellement beaucoup d'argent. Donc, c'est... À la personne qui tire le dé, mais donc qui a la carte. C'est ça. Donc, c'est les cartes devant soi. Elles sont activées quand c'est toi qui tournes le dé. OK. Puis, normalement, c'est des cartes qui donnent, comme je disais tout à l'heure, quand même assez d'argent. Fait que tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on va chercher de l'argent pour acheter d'autres terrains, pour être capable d'aller chercher de l'argent, pour éventuellement être capable de débloquer nos monuments, et on gagne comme ça. Les monuments, donc les cartes oranges, il y en a 4 dans le jeu de base, qui vont du prix de 4 pièces à 22 pièces. Donc la plus haute, il faut quand même ramasser 22 pièces avec nos choses, avec nos bâtiments qu'on a construits, pour être capable de le construire. Chaque bâtiment, monument, ont aussi un pouvoir. Donc, quand on réussit à débloquer, donc quand on réussit à le passer du côté gris au côté orange, le pouvoir s'active. Et là, ça dit, ben, normalement, le jeu se joue avec 2 dés,
mais au début de la partie, on peut seulement en tirer un. Si on réussit à débloquer la gare, qui est le monument qui coûte 4, ben là, à ce moment-là, on peut tirer 2 dés. Parce que les cartes sont numérotées de 1 à 12. OK. Donc, pour commencer, on commence avec un dé jusqu'à ce qu'on ait cette carte-là qui soit développée. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'au début de la partie, on va jouer avec les cartes de 1 à 6 qu'on va pouvoir acheter. On va finir par se ramasser de l'argent. On va pouvoir aller chercher des cartes qui vont jusqu'à 12. Quand on va avoir débloqué la gare, ben là, à ce moment-là, on va pouvoir tirer les dés, les 2 dés, et se rendre jusqu'à 12. OK. Les autres monuments, bon, il y a un monument qui coûte 10, il y a un monument qui coûte 16, et ils ont des pouvoirs associés. Il faut y aller dans l'ordre. On n'est pas obligé d'y aller dans l'ordre. Par contre, c'est sûr que si tu réussis à ramasser 22 pièces, les 2 autres après vont être très faciles à payer parce que tu as déjà ramassé 22 pièces. Moi, je conseille le jeu avec son extension parce que le jeu a plusieurs extensions déjà en commençant, mais je conseille la première extension qui est la Marina, qui rajoute un petit peu au jeu et qui change un peu les règlements du jeu. La Marina, on va rajouter des bâtiments, on va rajouter dans l'extension beaucoup de bâtiments, mais il va aussi rajouter une règle optionnelle au niveau du jeu qui le rend beaucoup plus intéressant. Parce que le jeu de base, on a tous les bâtiments séparés par numéro au milieu de la table. Donc, quand on tourne le dé et qu'on veut acheter, on peut choisir qu'est-ce qu'on achète. Donc là, à ce moment-là, la stratégie, c'est de spotter les meilleures cartes pour avoir les meilleurs numéros selon les statistiques de dés. C'est sûr que de 1 à 6, c'est pas mal aléatoire ce qui va sortir. Mais quand on tombe à 2D, on le sait que le 6 et le 7 vont sortir beaucoup plus souvent à 2D que les autres probabilités de statistiques au niveau des dés. Donc ça devient beaucoup plus intéressant et on sait quelle carte aller chercher pour se ramasser de l'argent facilement. Donc au bout de 2, 3, 4 parties, cette manière-là de jouer vient que le jeu perd de sa saveur. Avec l'extension, les règles optionnelles, c'est qu'on mélange les cartes et on en sort seulement 10 paquets dans le milieu. Donc les cartes vont être données de manière aléatoire et ce qu'on peut acheter, c'est seulement ce qu'il y a dans le milieu. Fait qu'on ne peut pas se construire un verger avec 8 cartes verger, où est-ce que là, quand on va tirer le dé qui est 6, on va ramasser 8 fois le montant requis. Donc, avec ça, le jeu est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus le fun à jouer. Beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Je ne le conseille pas avec des jeunes enfants, par exemple, mais c'est un jeu qui peut être, avec l'extension, qui est vraiment, vraiment plus le fun à jouer. Il y a 2 autres extensions avec ce jeu-là. Il y a Green Valley, qui est l'extension numéro 2, qui rajoute des cartes où est-ce qu'on peut fermer ou ouvrir un établissement dans notre ville. Quand on le rouvre ou quand on le ferme, la carte, on la met de côté. Donc, elle ne peut seulement donner de l'argent une fois aux 2 tours. Donc, si le bâtiment est de 2, on tourne un 2, là, on va être obligé on se paye et on est obligé de le fermer. Et la prochaine fois qu'on va tourner un 2, on ne se paye pas, mais on va rouvrir le bâtiment. Okay. Donc, ce qui donne une autre dimension au jeu. La dernière extension du jeu, c'est être capable de jouer à 5 ou 6 joueurs. Donc, toutes les cartes des 2 premières extensions avec les cartes de base viennent dans cette extension-là pour être capable de jouer à 5 ou à 6. Parce que le jeu, normalement, de base, se joue à 4 joueurs maximum, de 2 à 4. Puis, avec ces cartes-là, on rajoute les cartes qui manquent pour être capable de jouer jusqu'à 6. Là, question même, parce que pour les extensions, oui. Parce que moi, j'ai jamais joué avec un jeu de société qui a des extensions. Quand tu joues, mettons, avec ton jeu de base, puis que tu as, mettons, ta première extension, je suppose que tu prends les cartes de ta première extension que tu mélanges avec ceux de ton jeu de base. Oui. Quand tu arrives avec ta deuxième extension, tu les rajoutes avec ton jeu de base et ta première extension? On peut faire ça, mais on peut aussi jouer l'extension numéro 2 avec le jeu de base tout seul. OK. Les règles, si, mettons, tu joues avec tes 2 extensions et ton jeu de base, est-ce que les règles des 2 extensions se joignent avec ton jeu de base facilement ou ça devient complexe ou il y a des jeux vraiment qui se font pas? Dans le cas de Miniville, les règlements ne changent pas.
On rajoute simplement des cartes spéciales ou des cartes de plus dans le choix qu'on a pour acheter. Dans d'autres jeux, souvent les extensions vont modifier une règle ou vont changer une règle de base pour l'extension qui est là. Mais dans le cas de Miniville, il n'y a absolument aucune règle spéciale, sauf dans le cas de l'extension numéro 1, comme j'expliquais tout à l'heure, qui offre une alternative au jeu de base. Mais il n'y a pas vraiment de règlement différent dans le jeu. Fait que si tu joues maintenant à l'extension numéro 2, mais que tu y inclus ton extension numéro 1, ces règlements de base, de modification de jeu de base demeurent? Oui. OK, puis tu peux quand même jouer avec la 2 avec ces modifications-là. Oui. OK. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une règle optionnelle. Dans le fond, on pourrait mettre les... Là, j'avance un chiffre, là, mais on pourrait mettre, mettons, les 40 cartes des 2 extensions dans le milieu de la table et jouer à la manière de base. Donc, faire un choix dans les 28, 30 cartes qui sont là et se monter une ville comme ça. Ou, avec les règles de l'extension, mettre seulement 20 cartes de manière aléatoire, mais où est-ce qu'on les a toutes brassées, puis jouer de cette manière-là aussi. Donc, il n'y a aucune modification au niveau des règles majeures avec les extensions dans Miniville. OK. On parle à peu près une demi-heure de jeu pour le jeu de base? Oui, c'est très, très rapide. Si tu rajoutes les extensions, ça peut-tu rallonger ou ça demeure une demi-heure? Ça peut rallonger un peu parce qu'il y a plus de cartes, mais normalement, ça reste de 30 à 45 minutes pour un jeu. C'est quand même assez rapide. Donc, c'est un bon jeu pour, mettons, une petite soirée où tu as le goût d'avoir un petit jeu rapide avant de sauter à un autre. Normalement parlant, moi, nous autres, dans l'animation, c'est ce qu'on dit des jeux d'entrée, des jeux ou des fileurs. Donc, en attendant un autre jeu plus lourd, c'est un petit jeu rapide où est-ce qu'on peut jouer. Un bon hors-d'œuvre. C'est un hors-d'œuvre. C'est en plein ça. Disponibilité maintenant. On sait tous que le Monopoly, on peut en avoir partout. Ça, c'est de toute façon, comme je disais, si on n'est pas capable de trouver le jeu de base, il y a à peu près 150 millions d'éditions différentes dans le Monopoly aujourd'hui qui existent. Chinatown, je crois que je l'ai encore vu sur le marché. Je pense que c'est encore disponible. Chinatown a été réédité l'an passé par Philosophia, la compagnie Philosophia. C'est un jeu qui était en demande, donc ils ont décidé de refaire un reprint. Donc, présentement, il est disponible sur le marché. Et Miniville, c'est récent, donc. C'est un récent et il est encore disponible probablement chez vos meilleurs marchands de jeux de la Ville de Québec. Yann, c'était déjà la première. J'espère que j'ai pas trop fait de faux pas. C'était la première et c'était ma première fois à la radio. C'est bon. Thumbs up. Écoute, on se dit à une prochaine. Bien sûr. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.